On était dans la parachat Shemot au début. Ya, ya, la, 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 la. Alors, on en est au verset, voilà, au verset Yudbet. On est donc dans le chapitre Aleph de Shemot. C'est bon, messieurs, mesdames. Alors, chapitre Aleph, verset Yudbet. Est-ce que Maya, Nodaya, vous avez un roumage devant vous? Oui, C'est pas bon? On y devant va. maintenant, mais j'en ai un. Je l'ouvre. OK. Alors, donc, je relis le verset Yud Aleph. Vayasimu alav, sare misim, le man anoto besivlotam, vayiven are miskenot, le pharaon, et pitom, et Ramsès. Ils ont mis sur lui, c'est-à-dire sur le peuple juif, des responsables d'impôts, le man anoto besivlotam pour l'oppresser dans leur corvée. Vayiven are miskenot, et il a construit les villes les villes d'engrangement pour Pharaon et Pitom Vetramsès. Alors, en vérité, on va traduire la fin du verset Yud Aleph. On va traduire la fin du verset Yud Aleph. Vaïven. Hein, on a déjà traduit le mot Vaïven, Jérémie. Vaïven. Ah, attention. Vaïven, Ignacio. Ah là là. Comment? Oui, ça vient de Ben. Ah, les mecs, je vais les scalper, moi. Je vais faire un judaïsme islamiste qui coupe les mains, quoi. Je vais faire la charia. Bienvenue, Joël, qui arrive au bon moment, là. Je comprends maintenant, vous êtes en Zoom parce que vous avez peur de mon agressivité. On s'habitue quand même, Jeff. Vaïven. Alors, la racine du mot, c'est ben. Voilà, c'est tout. On l'a traduit la dernière fois, c'était il y a 3 semaines. Hein. Je suis d'accord que ça fait un peu de temps. Odeya, ça veut dire quoi, Vaïven? Euh, il y a le vav conversif et le yud, donc c'est un temps au passé, Oui, si je me souviens bien. Euh, et, euh, et ça veut dire il a construit, non? C'est comme bonnet. oui. Il a Bonnet, du construit. verbe bonnet, bonnet qui veut dire construire. Comme on dit dans la prière, bonnet berachama Yerushalayim amen. Tu connais ça? Comment? Ah, on va prendre on est là, regardez, on est là pour apprendre l'hébreu biblique. Alors, on prend notre temps pour ça. On va prendre un Patar Eliaou pour tous. Le Patar Eliaou pour tous. Je vais chercher. Alors, voilà. Prenons le Birkat Amazon. Birkat Amazon. Quelle page dans le Patar? Voilà, j'y suis.
360. Il y a Boni Yerushalayim. Alors, prenons page 379 du Patar Eliaou. C'est bon. Bonnet, Baruch Ata Hashem, Bonnet Berachamav, Binyan Yerushalayim, Amen. D'accord? Bonnet, ça veut dire il construit. Berachamav, avec sa miséricorde, la construction de Jérusalem. Binyan, c'est la construction. Bonnet, donc bonnet, c'est le présent, c'est le participe présent. Participe présent, comment on sait que c'est participe présent? Parce que la racine, c'est bête, noun et. Tu mets le rolam et le ségol, c'est le participe présent. Parce qu'on sait qu'il n'y a pas de présent en tant que de verbe au présent en hébreu. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Il me regarde, l'air de dire comme si j'étais, je ne sais pas moi, E.T. de Steven Spielberg. Le participe Oui, présent, c'est comment quoi? ça? Vous pouvez expliquer, Rav, qu'il n'y a pas de présent en hébreu? Moi aussi, je ne vois pas de quoi vous parlez. Ouais. Alors, regardez, est-ce que vous avez le Birkat Amazon devant vous? Oui, Bien. Alors, Baruch Ata Hashem, Boné, Berachamav. Nous, les Ashkenazim, on ne dit pas Binyan Yerushalayim. Boné, Berachamav, Yerushalayim, Amen. Mais nos frères séfarades disent Boné, Berachamav, Binyan Yerushalayim. Bon, c'est une nuance. Hein? OK. Alors, Boné, ça ne veut pas dire bonnet. Donc la racine, c'est clair. C'est bête, nun, et. Est-ce que ça, c'est clair, Jérémy? Ouais. Bête, nun, et. Bien. Maintenant, on va conjuguer. On va conjuguer. Alors, bonnet, il n'y a pas de présent. Ça veut dire que il y a ce qu'on appelle un participe présent. Ça veut dire en français, par exemple, euh, je raconte, c'est un présent. Racontant, c'est un participe présent. Alors, en hébreu, on dit je racontant. Il n'y a pas, parce que le verbe être, il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui est le présent. Et même Akadosh Baruch Hu, il n'est pas présent, il est éternel. Il est passé, il est présent, il est futur. On ne dit pas Dieu est présent. Il est passé, il est présent, il est futur. D'ailleurs, le tétragramme Yud-Ke Vav-Ke, c'est le présent, le passé et le futur de Ové qui veut dire exister. Il existait, il existe, il existera. Mais outre Dieu, il n'y a aucune réalité qui est présente. C'est pour ça que je ne dis pas je raconte en hébreu. Parce que je suis raconte, il n'y a pas de présent. Il y a un participe. Je dans l'action de raconter. Je ne sais pas si c'est clair. Je ne sens pas que c'est clair. Ignacio, tu as compris. Il y a un présent qui existe pour Hachem? Enfin, du coup, est-ce que ce bonnet, en plus, Bonnet, c'est Hachem qui crée, donc, c'est un participe présent. Il n'est pas convaincu. non, Non. en fait, Concrètement, au quotidien, c'est un présent. Mais au niveau grammatical, c'est un participe présent. d'accord. Ani oler. Je, oler. Ça veut dire aller. Oui. Ani oler, je vais. Mais grammaticalement, en vérité, oler, ça veut dire je allant. Je allant. C'est grammatical. Mais concrètement, quand on dit ani oler, ça veut dire je vais. Est-ce clair? Il n'y a que le verbe être pour Hachem qui peut être au présent. Qui n'est pas vraiment au présent, qui est au passé, au présent et au futur. D'accord.
Mais les autres verbes, c'est pas le cas pour Hachem. Enfin, c'est que Comment? ça concerne que le verbe être. C'est ça. Il n'y a que le verbe être D'accord. comme ça. Ok. Voilà. Euh, euh, alors, il y a quelqu'un qui cherche le 11 une seconde. D'accord. Ah oui, ok. Ah oui. La première étape est bonne. Ça. Oui, parce que on a mis le 9, on a mis le 11, mais ils ont fait des travaux, ils ont enlevé notre étiquette du 11. Alors, on est là. Oui, oui, donc, on est. Voilà. Va-y-ven. Va-y-ven. Ah, vous avez. C'est parfait. Avec le commentaire de Moog. D'accord. Très bien. Alors, donc, est-ce que c'est clair, Jérémy? C'est clair. Ça va venir. Hein? Donc maintenant, on prend le verset 11, la deuxième partie du verset 11, donc de l'Exode. Va-y-ven are miskenot, va-y-ven. Donc la racine, c'est bet nun e, qui veut dire construire. Et ça donne le mot ben, fils, qui est une construction, bien évidemment. Hein? Un fils, c'est une construction. Le mot ben, un garçon, ben, c'est de la racine, de la racine, bet, nun, et, qui veut dire construire. Donc là, maintenant, on a Vaïven, il a construit. Alors, on a vu la dernière fois le mot arrêt, ir, le mot ir, alors, le singulier, aïn, resh, et, c'est le pluriel construit. C'était arrêt, mais des villes d'engrangement. Des villes d'engrangement. Alors, des villes d'engrangement, que dire euh, euh, mais c'est en vérité, le mot lui-même, c'est harim, 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 ça veut dire des villes. Comment on dit une ville en hébreu? Ir. Ir, d'accord? Ir. Ir, c'est la ville. Ok. Alors, il a construit Aré Miskenot, des villes d'engrangement, les paros. Ça veut dire les paros pour le lamed. C'est la destination pour paro. Paro, ça veut dire pharaon. Mais la racine du mot paro, pharaon, c'est quoi? Oui, mais là, il y a trois. Alors, la racine, très bien. Pereshaim. Que veut dire cette racine? Pereshaim. Peresh, Pereshaim. Alors, je demande à, on a quatre amis en Zoom, à nos amis en Zoom, que veut dire la racine Peresh Aïn? Mais ne trichez pas, ne regardez pas un dictionnaire parce que je peux le faire moi-même. Bah, la vache, c'est pas un in, para, c'est pas, c'est un he ou c'est. Il y a para, mais il y a et à la fin, il n'y a Ouais, pas c'est un un in, ça Aïn. marche pas.
Est-ce que mon épouse, elle peut travailler là? Cathy, tu as une idée? C'est quoi la racine du mot Pereshaïn? Non, silence. C'est la bouche. Ah, P, A. Ah, ah, c'est très bien. On pourrait dire, c'est un second degré, hein. Ça veut dire, ce que vous dites, c'est très intéressant. Péra, on dit paro, ça veut dire bouche mauvaise. Mais j'avais jamais pensé à ça, c'est très intéressant. C'est vrai, c'est très intéressant. Péra, bouche mauvaise. Mais au Ah, niveau est-ce, plus technique, oui, est-ce que bonjour. c'est... Bonsoir. Est-ce que ce n'est pas le même verbe concernant la Mila? La pria, oui, Oui, très bien. Un bonbon virtuel. oui. Alors, j'explique ce que tu viens de dire, parce que mon épouse, elle est en Zoom, là. Alors, j'explique qu'est-ce que Cathy vient de dire. Que dans la Brit Mila, il y a deux étapes. Il y a une étape, on coupe le prépuce et on découvre le gland. On découvre le gland. C'est la différence qu'il y a entre la circoncision juive et la circoncision musulmane. Ils n'ont pas la deuxième étape. Ils coupent le prépuce et basta. Tandis que nous, on déchire un peu la peau qui reste et on découvre le gland, la bordure du gland. Ça s'appelle péria, très très bien. Donc, paro veut dire découvrir. Le mot pao, mettre à découvert. Mettre à découvert. Maintenant, au sens plus technique, paro, c'est encaisser. Par exemple, j'encaisse une dette, quelqu'un, il, euh, euh, il, euh, il euh, règle sa dette. Il règle sa dette, c'est l'ifroir. Il découvre sa dette. En français, il y a un découvert, hein, mais c'est pas vraiment, ça n'a pas le sens du découvert en français, mais il met à jour, sa dette. En vérité, Shalom, en vérité, le point, c'est comme ça, c'est que nos maîtres expliquent que vous avez dit Racheline, Racheline, Oui. Racheline, Rachel, Racheline, d'accord? Vous avez dit Racheline, tout à fait à raison, que paro, il y a péra, bouche mauvaise, hein. Mais Pharaon, dans notre tradition, effectivement, représente le Yetzerara, vous l'avez dit. Et quand on voit les réactions de Pharaon au fil des plaies, comment il réagit ou ne réagit pas, c'est comme une mise à jour. On est poréa, paroua, on révèle comment fonctionne le Yetzerara. Parce que Pharaon, c'est quelqu'un de très bien. Ouais, il a fait Harvard, pour prendre notre conversation de tout à l'heure. Il a fait au moins, il a fait le MIT, hein. Au moins, il a fait le MIT, que sais-je. Il a fait HEC, l'ENA, MIT, Harvard. C'est quelqu'un de très très bien, Pharaon, n'est-ce pas? Mais on voit comment il réagit, c'est la mise à jour, le mise à découvert du Yetzerara, comment il fonctionne. Et quelque part, il paye une dette aussi. Il paye la dette des Égyptiens qui ont exploité à mort les enfants d'Israël. Donc, il paye aussi sa dette. Il paye sa dette. Donc, tout ça, c'est dans le mot paro. C'est vrai que c'est quelque part, on peut contester ce que je dis en disant que finalement, c'est pas l'hébreu qui a inventé le nom pharaon, puisque le mot pharaon est égyptien. Ça veut dire
Ramsès II, Toutmésis, machin, il s'appelait Pharaon, que ça passe par la Bible ou pas par la Bible. Hein. Mais quand même, la structure du mot qui est dans la Torah, il y a le mot paroi qui veut dire découvrir, mettre à jour. C'est ça la racine du mot paroi. Ok. Donc, il a construit des villes d'engrangement pour Pharaon et les noms de ces villes, Et Pitom ve Et Ramsès. Alors, on résume en un mot. Le mot Et, c'est quoi? Ça veut dire quoi le mot Et? Pour introduire le CO2. Avantage. Voilà, très bien. Vous savez ça? Oui, très bien. Ça introduit le complément d'objet direct. Alors maintenant, on va faire le verset Yud Bet. Ça, c'était une genre de remise en jambe, ce que nous avons vu la dernière fois. Maintenant, Eliaou, je te suggère de prendre le verset Yud Bet. וכאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יקפוץ, ויקוצו מפני בני ישראל. Traduction simultanée. Et lorsque Yahnou, Yahnou, c'est demandé, non? Comment? Yahnou, je sais pas. Mais c'est pas faux, hein. C'est pas ça le sens, mais c'est la même racine. Il y a un nous. Okay. Il faudra réfléchir parce que les racines hébraïques, comme on le voit depuis qu'on a commencé nos séances, sont très riches. Hein. C'est très très bizarre des fois. Il y a la même racine, hein, des sens. On ne sait pas comment ça se fait que c'est le même mot. Alors toi, tu as dit répondre, ce qui est juste, mais c'est pas le sens ici. Ouais, je sais pas. Alors. Pas exaucé. Comment? Pas exaucé. Alors, est-ce que dans la salle, quelqu'un, sans regarder la tradale à côté, hein, C'est sinon, inouï, c'est inouï, comment? c'est inouï, comme ta'anit, c'est faire souffrir. Voilà, Kacher Yanou, comme il faisait souffrir. Hein? C'est la même racine que Ani, un pauvre. Hein? Un pauvre. Tout le monde sait qu'en hébreu, que Ani, c'est un pauvre. Oui? Non? Oui. Alors, je prends le tableau. Alors, Aïn, Aïn, Nun, E. Aïn, Nun, E. Aïn, Nun, E. Anneau. Anneau. Alors, c'est intéressant parce que, Eliaou, tu as dit que anneau, ça veut dire répondre. La note, ouais, c'est répondre. Mais il y a un autre sens. La note, c'est faire souffrir. Faire souffrir, et ça donnait le mot, le substantif, ta'anit. Un ta'anit, c'est un jour de jeûne. C'est vrai qu'un ta'anit, c'est vrai qu'il y a un préfixe, il y a un suffixe, le tav et le tav et le yud tav à la fin, c'est un préfixe et un suffixe, mais la racine du mot, c'est souffrir. Ta'anit, c'est un jour de mortification. Donc, alors maintenant, on va analyser, mais tu peux continuer. Mais Kacher Yanuto, comme il le faisait souffrir, Comme il les faisait souffrir, Ken yirbe vechen יקפוץ. Ainsi il se multipliait et il pullulait. d'accord, il frotte plus précisément. Parce qu'on a vu plus haut Choretz, mais il frotte, on n'a pas vu le mot Poretz. Ah, c'est de la baisse. On va voir, on va voir. Vaya Kutsu mipne ben Israël. Yakutsu. Yakutsu mipne ben Israël, c'est quoi Yakutsu? On va voir.
Akatz. Et Vaya Kutsu Mepne Ben Israël, et on ne sait pas bien qu'est-ce que ça veut dire, on va le voir. Vaya Kutsu devant les enfants d'Israël. Alors, on reprend. Veka Asher. Alors, regardez ici, c'est un mot très, très, très intéressant, Veka Asher, parce que la racine, le mot base, c'est Asher. Hein. On a vu, c'est une conjonction, je ne sais pas comment on appelle ça, que. Hein, que, c'est Q-U-E en français. Asher, une conjonction de coordination, je ne sais pas exactement, je sais pas comment ça s'appelle. Subordination. Hein. Comment? Conjonction de, de Conjonction subordination. de subordination. Voilà. Subordination. Ouais. De subordination, très bien. Asher, conjonction de subordination. Alors, en français, c'est que le kaf, alors l'Agmara dit que le mot kaf a plusieurs sens. Et ici, le vav, c'est la conjonction de coordination ET. Hein. Et lorsque, et lorsque, et lorsque, lorsque, le kaf, c'est le temps, comme, et comme que, si vous voulez, kaf, c'est comme, et comme que, lorsque, yanu auto, yanu, c'est un futur. Alors, oné, ça veut dire ici souffrir, faire souffrir. Kacher yanu, comme il le faisait souffrir. Vous voyez ici, je traduis comme il le faisait, si, ce qui est un imparfait. Or ici, c'est un futur. Donc il y a une anomalie. Puisque là, c'est un récit. Comment on met dans le récit Kacher yanu auto, comme ils le feront souffrir. Alors là, parce que une situation qui se répète, souvent, ça veut dire quand il décidait de le faire souffrir, on va les faire souffrir. Et comme il décidait de les faire souffrir, Kacher Yanou Otto, comme il le faisait souffrir, Otto, donc ça veut dire lui, le complément d'objet, lui, le peuple juif, Kenirbe, ainsi il se multipliera. C'est-à-dire dans la mesure où chaque fois, parce que le futur peut être le sens de quelque chose qui se répète, plus il le faisait souffrir, plus il se multipliait. Et plus il frotte. Alors, le mot poretz, ça veut dire briser. Poretz. Poretz, poretz guéder, c'est quelqu'un qui casse une barrière. Poretz, c'est briser. Plus il le faisait souffrir, plus il se multipliait et plus il brisait. Plus il brisait. C'est pas au futur aussi. C'est au futur. Le yud, c'est le futur. Plus il brisait. Alors, il brisait quoi? Alors, ici, il y a un point très important. Si vous voulez, on pourrait dire presque toute histoire juive est dans ces quelques mots. Non, vous ne le sentez pas? C'est que le peuple juif, plus il est dans l'adversité, plus il sort des forces, plus il casse la baraque. Donc, il voulait oppresser le peuple juif. Donc, il les oppressait avec des mesures oppressives, avec des corvées insupportables. Et plus il voulait diminuer la force du peuple juif, plus le peuple juif se multipliait et plus il cassait la baraque. Il frotte, c'est ça. Il cassait la baraque. Parce que c'est quelque chose de très profond, le peuple juif, de trouver dans l'adversité des ressources nouvelles. On le constate. On le constate tout le temps. Comment? Voilà, voilà, c'est ce que notre brave Cyrulnik il a lancé dans le commerce. Ouais. Mais c'est dans la Torah, vous voyez. C'est écrit là. Hein. Et tu vois, Jérémie, comme c'est puissant. Là. Donc là les oppresseurs,
les ennemis du peuple d'Israël, ils n'en pouvaient plus. C'est ce que le verset, parce que leur stratagème pour limiter le peuple juif, finalement, a donné de nouvelles ressources au peuple juif. Donc le verset dit, Vaya kutsu mipne Israël, mipne ben Israël. Vaya kutsu, on va regarder la racine du mot Vaya kutsu. C'est quoi la racine du mot Vaya kutsu? C'est facile. Eliaou, c'est facile. Euh, C'est- Ketz, déjà. Oui, Ketz, ça veut dire quoi, Ketz? Ketz, c'est la Toi que tu le sais. destination. Comment? La destination. Plus précisément. Je sais que tu le sais. Moi, je ne le sais pas. Chaque fois que vous le savez, moi, je ne sais pas que. Je sais que tu sais. Dévoilement. Comment? Dévoilement. Ah, parce que tu as en tête un truc. Ouais. Joël, ça veut dire quoi, Ketz? Je sais pas, ça me fait penser à Keket Yamim, mais je sais pas ce que ça veut dire. Oui, Ketz Yamim, oui, très bien. Très bien. Ça veut dire quoi, Ketz Yamim? Mais si, tu le sais aussi. Ketz Yamim. Donc Joël Soussan, elle sait très bien. Ketz Yamim, tu le sais toi aussi. Ça veut dire quoi, Ketz Yamim? Ah, Yamim, c'est Qui est ça, Yamim? les mers. Les mers. Mayan, ça veut dire quoi? La Ketz. Fin, source. La la source. fin, La fin. Mm. La fin. La La fin fin des des temps. temps. Ketz Ayamim, c'est la fin des temps. Ketz, c'est la fin. C'est la mais fin. juste, j'ai une remarque par rapport avec KHR. Vous l'avez Oui, lu K, alors qu'il n'y a pas de point sur le CAF. Moi, je l'aurais plus lu VHR. Vechacher. Oui, non, c'est bon, Vechacher, c'est bon. Vechacher. Vous avez Oui, tout à fait raison. Vechacher, tout à fait. Il n'y a pas de le point s'appelle un dagesh. Hein. oui, Il n'y a pas de dagesh. Donc, plus il les oppressait, plus il s'émuait et plus il brisait. Ça veut dire il brisait les limites. Il brisait les limites. Vaya kutsu. Et pour eux, ils étaient finis. Ils en ne pouvaient plus devant les autres. Vaya kutsu. Pour eux, ils étaient déprimés. Ketz, ça veut dire ils étaient finis, comme on dit en français. Ketz, c'est la fin. Katso, c'est coupé. Katso, c'est coupé. La fin, schnack. C'est comme dans un film, c'est le clap de fin. Clap. Voilà. C'est clap, c'est ça, Ketz. Stop. Vayakutsu, ils étaient finis. Ketz, Kouf, Sadé, c'est la fin. Comme Joël, tu as dit, Ketz Ayamim, c'est-à-dire c'est la fin des jours, la fin des temps. Voilà, c'est Ketz. Ils n'en pouvaient plus, Mipne, Bené Israël, devant les enfants d'Israël. Donc, en vérité, ces versets ont des portées prophétiques, évidemment, mais on le vit que il y a les oppresseurs veulent éliminer le peuple juif en chaque génération. Et alors, des fois, il y a des plumes, on perd des plumes, hein, on ne peut pas dire le contraire, on perd des plumes. Mais d'un autre côté, le Ham Israël se régénère par ces adversités. Et là, c'est terrible. Ils ne comprennent pas comment c'est possible. Ils ne comprennent pas. Par exemple, le, le, euh, tu as lu un peu, Ignacio, le livre de mon épouse? Oui. Euh, Est-ce que mon épouse, elle a écrit le livre que Je viens de le terminer, hein. Bravo, hein. comment? Je Alors? viens de le finir. Ah là là, splendide. Vraiment Ah, splendide. Je l'ai pas mais lâché, hein. comment? C'était Est-ce dur que, de le lâcher. Je le ah, lisais chaque dans est-ce chacun que à l'autre, tu as c'était très dur. pleuré à un moment? À plusieurs moments, mais c'est pas ça que j'ai retenu. C'est vraiment pas Ah, ça que j'ai retenu. Non, non. Non, c'est mais très alors, vivant. Moi, c'est ça que je voulais dire à Cathy, ah il est oui. très vivant, son livre. C'est splendide. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que
elle a écrit ce livre, mon épouse, qui est, bon, elle est sortie là du Zoom, mais elle a écrit un livre que je vais amener là maintenant. Alors, ce livre-là, en réalité, ces deux parents-là qui sont là sont tous les deux des gens qui ont survécu au camp de concentration. Mais la mère d'Auschwitz, c'est le père des camps de concentration russes. Et ça, cette photo, c'est 3 ans après. Et on pourrait croire que c'est un truc misérabilis, écrasé, brisé. Or, c'est justement, il a écrit le livre pour montrer comment ils ont eu les ressources de se construire et de construire une famille. Et c'est ça le sujet du livre. Sujet du livre. Et dire, ah oui, les pauvres, ils étaient déportés. Bon, moi, j'ai connu mes beaux-parents, hein. Ma belle-mère, c'était une dame, elle a passé ses 20 ans à Auschwitz, mais une dame, elle avait de la pêche. Et la sœur de ma belle-mère est décédée euh, 12 ans, depuis 12 ans environ. Mais mon beau-père, ça fait plus de temps. Mais, comment dire, sa sœur, la sœur de ma belle-mère, qui était avec elle à Auschwitz, à 99 ans, elle est à Budapest toujours, mais elle a une pêche. Il ne peut même pas avoir l'idée, quoi. Une nana, excusez-moi l'expression, hein, mais qui a une pêche, une rigolote de première classe. Mais ça veut dire, c'est ça, il frotte. Le Ham Israël, il sort des catégories, il sort des repères. Ah oui, la pauvre était Auschwitz. C'est vrai, était Auschwitz. Elle avait perdu sa mère, perdu ses grands-pères, tout ça. Mais il y a la pêche. C'est pas, on n'est pas. Bon, il y en a qui sont écrasés, hein. Ma belle-mère, Ma belle-mère, elle était extraordinaire. C'était vraiment une femme hors pair. Moi, je dis, c'était la prix Nobel des grands-mères. Et on lui disait, mais comment ça se fait que vous avez la pêche, Madame Adler? Elle disait, oh, j'ai pas vécu le pire. Elle avait la gentillesse de dire ça. Et après, tu vois que c'est pas vrai. Mais elle dit, oh, j'ai pas vécu le pire. C'est très gentil, quoi. Alors, ce étant, on va continuer. Verset Yud Gimel, Jérémie. Euh, alors, Vayahavdu, Oh, oh. non, Il y a un ririk sous le vet. Le point entre A, Vayav Chazak, Vayahavdu, Israël, El Béni Israël, B, par, plus précisément la fin. Béfara, Béfara, Non. Sous le Resh, il y a 3 points, c'est un Ségol. Béfara, Voilà, très bien. Befarer. Alors, nous allons analyser. Vayavidou, c'est la racine du mot. Éved, Eved, qui veut dire servir, servir, esclave, esclave, ou bien avoda, au travail. travail. Par exemple, autrefois en Israël, vous savez que Israël aujourd'hui, donc la majorité la majorité politique est de droite, mais longtemps en Israël, jusqu'à Begin, jusqu'à Begin, c'était de gauche. Et le parti majoritaire jusqu'à Begin, c'était le parti Avoda, travailliste, travailliste, Avoda, Avoda, le travail. Avoda, donc le service ou le travail.
Bah, il travaille. Hillel Zizek avec Oui, Cathy. sur l'ordinateur, le portable, il m'a planté. Donc, j'ai Ah, eu un mal d'accord. fou à trouver le lien Zoom parce que j'arrivais même pas à l'envoyer à partir du portable sur l'ordi. Mais j'étais déprimé, t'étais pas là, je pouvais plus Oui, moi aussi, travailler. j'étais déprimée. Voilà, je suis revenue. Surtout que Ouais, tu vois. pendant tout le temps que t'étais pas là, j'ai parlé de ton livre, là. C'est vrai? Mais Ah ben, oui! tu as dit des bonnes choses au moins. Alors, Vaya vidou. Donc, la racine du mot, verset Yud Gimel. Vaya vidou Mitzrayim. Vaya vidou. La racine du mot, c'est Eved. Tu l'as très bien dit. Eved, c'est l'esclave. Oved, Avoda, c'est le service, le travail. Hein? Vaya vidou. Alors, ici, Vaya vdou, ça veut dire ils ont. Alors, il y a toujours, hein, le Yud avec le Vav conversif, c'est le futur qui se transforme en passé. Bon, ça, on a développé longuement. Rachid, c'est bon, ça roule. Hein? Donc, mais le ririk sous le bête, c'est ce qu'on appelle le factitif. Ils ont fait travailler. Ils ont fait travailler. Vayavdou, ils ont travaillé. Vayavidou, c'est faire travailler. Ils ont fait travailler. Mitzraïm, l'Égypte, Ed Bené Israël, les enfants d'Israël, Befarer, qu'est-ce que ça veut dire le mot farer? Ça, c'est facile. Dans le sens, avec difficulté. Comment? Avec Avec difficulté. dureté. Oui. Avec dureté. Alors, plus précisément, l'ifror, c'est briser, briser. Parer, l'ifror, P, resh, kaf, sophie, ça veut dire briser, c'est-à-dire par les travaux forcés, un travail brisant. Et Farer, alors, il y a énormément de commentateurs, de commentaires sur le mot Farer. Hein. Ils ont fait travailler les enfants d'Israël Farer dans un travail brisant, qui brisait. Une des explications, d'ailleurs, qu'on dit communément, par exemple, que les hommes, ils leur faisaient des travaux de femmes, et aux femmes, ils faisaient des travaux d'hommes. Et que ça brise, ça casse. Aujourd'hui, ça s'appelle la parité. Regardez, quand même, là, on est quand même de quelque chose qui est bon. Parce qu'aujourd'hui, c'est un signe de progrès social, et dans la Torah, c'est une catastrophe, hein, quand même. C'est une catastrophe, même dans la vie. Comment? Même dans la vie. Pour les femmes. Voilà. On n'ose pas le dire, mais comment? Vous osez le dire? Mon épouse, ici présente en Zoom, et elle voulait s'occuper des enfants. Bon, qu'est-ce que, Mayanne, vous qui êtes ingénieur, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je suis tout à fait d'accord qu'il y a une parité à ne pas trop pousser. Et là où on a été obligé que les femmes doivent aller travailler parce qu'au niveau de l'argent, on en a besoin. Un seul salaire n'est pas assez suffisant. Mais je suis assez contre l'évolution. Bien sûr, avoir que la femme elle puisse choisir si elle n'a pas envie d'avoir un mari, des enfants, etc., qu'elle puisse arriver à faire un travail qu'elle aime. Mais du moment où elle veut vraiment se consacrer à sa famille, je trouve que c'est plus important. En fait, il faut choisir. On peut pas, des fois, on peut pas être sur tous les plans. Donc voilà. Ok, bon, c'est un sujet, un vaste sujet, en tout cas, que
le verset nous invite à une réflexion, hein, que par air, nos maîtres disent que ça, c'est Oui, c'est normal, parce que là, lorsqu'ils disent qu'on faisait un travail d'homme, c'était un travail beaucoup plus physique. Et c'est vrai que le physique de la femme, c'est scientifique, il est, il est plus faible que celui de l'homme. On n'a pas la même force musculaire. Donc c'est plus dans ce oui, sens-là, moi mais je le même, vois. mais même au niveau, je pense, au niveau cognitif, même pour un travail intellectuel, un travail aujourd'hui, par exemple, c'est à la mode que les femmes, il faut que les femmes, il y ait plus de femmes mathématiciennes, etc. Mhm. C'est pas physique, c'est Oui, cognitif, oui, oui, je hein, sais. c'est cognitif, mais je Il y pense en a que ça, quelques-unes qui excellent, mais oui, je suis d'accord, il ne faut pas pousser. je Par pense que exemple, ça, en école d'ingénieur, ils essayent vraiment de dire aux femmes, oui, rentrez en école d'ingénieur, etc. Mais si la femme, elle n'en a pas envie parce qu'elle n'aime pas et parce que ce n'est pas dans son état naturel, je trouve qu'il ne faut pas forcer les choses. C'est pas parce elle veut continuer à être dans le... Parce que elles vont plus dans du marketing, etc. Bah, ou dans l'esthétique, bah, si elles en ont envie, elles ont le choix. Je pense pas qu'il faudrait pousser et essayer de trouver des excuses comme ils disent. Oui, c'est parce que dans la société, on a dit que les femmes n'étaient pas bonnes en mathématiques. Ça, je trouve ça complètement faux. On m'a toujours dit que j'étais mauvaise en mathématiques et c'est pas pour autant que je n'ai pas fait mon choix à la fin. Ou plutôt HM a fait mon choix de parcours. Donc, je pense que il ne faut pas pousser la force de la nature. C'est, voilà, c'est vraiment HM et chacun son mazal. c'est Et vrai. si, voilà, s'il y a des exceptions, bah, il y en aura. Mais c'est vrai, je Il y trouve a toujours qu'il... des exceptions, c'est sûr. Il y a toujours des exceptions, mais ça peut faire mal. Moi, je sais, Oui, oui, je sais. j'avais une sœur, ma seule sœur, hein, que j'avais. Elle était chercheuse en biologie au CNRS parce que c'était la génération juste post-mai 68. Il fallait que les filles fassent des études d'excellence. Et elle était malheureuse, la pauvre. Elle allait en pleurant au travail, mais elle avait un poste Mm. d'exception. Être chercheuse attitrée au CNRS, c'est pas tout le monde qui arrive. Elle était docteur en neurobiologie. Euh, Elle pleurait en allant Oui, au c'est chéri, sûr. la pauvre Oui, c'est chérie. surtout que maintenant, ils ont essayé de faire vraiment travailler tout le monde pour avoir plus de main-d'œuvre. C'est clairement le début du féminisme, c'est juste un bonhomme qui a essayé de mettre dans son usine plus de main-d'œuvre et moins cher. Donc, c'est pas le féminisme qu'on essaye de nous vendre aujourd'hui. C'est plus un féminisme juste pour ramener de l'argent. Et, Oui, c'est ça. et ça brise des familles parce que on essaye Les femmes, maintenant, c'est compliqué. On a une double charge mentale, que ce soit au niveau de la famille et de l'éducation des enfants. Et au travail, on doit aussi exceller pour ramener de l'argent. Ah, je trouve ça de plus en plus compliqué. Bon, vaste Moi, sujet. petite Oui. question, Ah, Gérard. Joël. Non, non, je parle pas sur ça. Mais est-ce que c'est pas sur ce mot-là, Béfarer, que les commentateurs disent que c'était de la construction sur des sols mouvants, que justement ils construisaient, mais pour rien, et que C'est c'est pas ça, par rapport à ce mot-là aussi, c'est absolument. ça? Alors, il y a plusieurs explications, des Farrer, plusieurs explications. Moi, j'ai donné une explication qui est un travail qui brise. Autre travail qui brise, c'est un travail absurde. C'est ça. C'est ce que toi Oui, que tu ça dis, un s'effondrait au travail, fur et à ça mesure. s'effondrait parce que c'était simplement pour briser les gens, faire un travail dont la chose n'a aucun sens. C'est aussi quelque chose qui brise. Alors, il y a aussi un jeu de mots, Befarer, on dit Bepérar. Bepérar, rare, ça veut dire tendre, avec une bouche tendre. C'est-à-dire qu'au départ, ils n'ont pas obligé les Juifs à travailler. Ils ont dit, vous savez, euh, il faut faire des activités nationales pour le bien de la nation. Parce qu'en vérité, les enfants de Jacob, au départ, ils étaient tous dans des activités spirituelles. Jacob, il y avait une tradition qui venait d'Adam,
et qui se transmettait par Shem, le fils de Noé. On dit que Yaakov, il était Yoshev ou Alim, il était dans les tentes de Shem et de Héver. Ils apprenaient une tradition. Abraham, on dit que de lui-même, il avait approfondi, il accomplissait les 613 commandements de la Torah. Donc il y avait une tradition spirituelle qui se transmettait dans la famille de Jacob. Et cette transmission était vivace en Égypte. Mais ils ne vivaient pas comme les Égyptiens. Mais les Égyptiens sont allés de manière douce, mais pas rare, avec une voix douce, une bouche douce, mais pas rare. Mais très rare en disant, vous regardez, on va faire que notre pays, on va faire que notre pays va progresser, ça va être un pays plus moderne, il faut que tout le monde participe à l'élan national de modernisation du pays. Mais vous, les Hébreux, vous n'allez pas vous mettre de côté. Vous n'êtes pas obligés de venir. On va obliger, on ne vous oblige pas. Et alors, il y en a qui ont dit, oui, si on ne va pas travailler avec les autres, on va se faire mal voir, etc. Donc, ils se sont auto-assimilés. Voilà, auto-assimilation. Et ça, c'était le début de la fin. Après, ils pouvaient les rendre corvéables puisqu'ils étaient déjà rentrés dans le système, sauf la tribu de Lévi, qui n'a jamais été asservie parce que la tribu de Lévi n'est pas rentrée du tout dans ce péra, dans cette bouche douce. Entre parenthèses, le soir du Seder, on prend le karpas, n'est-ce pas? Le karpas, des commentateurs disent que c'est les mêmes mots, c'est que on dit karpas, le mot karpas, karpas, c'est-à-dire c'est parer, la valeur numérique de Summer, c'est 60, c'est travaux brisants des 600 000. Summer, c'est les enfants d'Israël, ils étaient 600 000, c'est karpas, c'est parer. Donc c'est une allusion justement parce que le légume qu'on prend au début du Seder, il n'est pas amer. Ça fait allusion à cette assimilation doucereuse, si vous voulez. Au départ, l'assimilation, elle ne se fait pas par des coups de fouet. Elle se fait, mais regardez, si on n'y va pas, on va se faire mal voir. Ah, il faut y aller quand même. Après, on va dire les Juifs ou les Hébreux. OK. Verset Yudalet. Alors, Ignacio, verset Yudalet. Chayem, Ba'avoda, oui, 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 Bechol, Bechol,
Besade, Oui. et Kol, Vodatim, Tam. Vodatam, Asher, Abdu, Baem, Bef, 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 Beferer, Mefarer. Beferer. Très bien. Alors, Vaillemarerou. Alors, Vaillemarerou, regardez, la racine du mot, c'est facile. Jérémie? C'est Omer. Non. Mar, l'amertume. Oui. Mar, Mar. Hein? la Mais il y a deux fois le l'amertume. resh. Ça, c'est encore un double dose. Maror. Maror, Hein? C'est le mot maror. Kesaf, Hein? Qui est les herbes amères. N'est-ce pas? Vaillemarerou, tu vois, maror, il y a le mot maror. Ça veut dire quoi, maror? Donc, je reprends ce que dit Joël. La racine du mot, c'est mar. Mar, ça veut dire amer. C'est un peu comme en français d'ailleurs. Hein. c'est presque Mar, c'est comme en français. Mar, et le resh est redoublé. Ça veut dire très amer. Mar, c'est amer. Marer, c'est très amer. Vaillemarerou, ils ont rendu amer et chayéem. Leur vie, parfaitement. Alors, le mot vie, ça se dit chaim. Hein? Tu sais ça, Oui. n'est-ce pas? Alors, chay, ça veut dire vivant. Chay, chet, yud. Hein? Chaim, c'est la vie. Alors ça, c'est très intéressant parce que en français, le mot la vie, c'est un singulier. Or, en hébreu, chaim, c'est un pluriel. C'est étonnant, non? c'est comme les ciels et Shamaïm aussi. Shamaim, c'est un pluriel aussi. Hein. Comment? Alors, oui, pourquoi en hébreu le mot chaim est un pluriel, au contrario dans français, hein. En anglais aussi, life ou machin, beaucoup de, de langues, c'est au singulier. Or, en hébreu, c'est un pluriel. Qu'est-ce que ça vous évoque? Chaim. Baruch atah Adonai melech shakol bidvorei. Qu'est-ce que ça vous évoque? Pas du souvenir, je ne suis pas sûr du tout. Mais c'est pas palpable, comme l'eau ou le ciel. C'est pas. Ah, c'est vrai que Maïm aussi, l'eau, Maïm, c'est un pluriel. Tu as raison, Maïm, c'est un pluriel. Donc toi, tu dis, parce que c'est pas palpable, peut-être, peut-être, oui. C'est-à-dire qu'il y a une dimension multiple à la vie. Voilà. Voilà, Mazé, Olamaba. La vie n'est pas limitée. Aussi, par exemple, il y a souvent des gens qui disent, ah, c'est pas une vie. Hein. Voilà, c'est pas une vie. Euh, mais c'est des vies. Ça veut dire la vie, elle n'est pas. Des fois, on est surpris par la vie qu'on vit. On ne s'attendait pas à ça. On vit quelque chose. Des fois, dans la vie, on vit des choses bizarres. Qu'on se dit, comment une autre vie, on a plusieurs aspects à la vie. La vie, c'est pas que un genre. Voilà, ça, c'est la vie. Chaque instant, c'est ça. Succession, c'est pas limité. Donc, il y a plusieurs aspects. Toi, tu dis, c'est impalpable. Hein, le souffle de vie est impalpable. Et aussi, et pas limité. Hein, voilà, ça, c'est une vie, c'est pas la vie. On ne peut pas mettre en équation la vie, quoi. Ouais, c'est pluriel. Ouais. Absolument. Absolument, c'est ça. Absolument. C'est très important. Alors, Vaillemarerou, ils ont rendu amère leur vie
Bavoda kasha, monsieur. Donc Leur c'était au travail. Kiptour. Ah non, c'est à Ignacio là. Allez Ignacio, on bosse là, justement. L'asservissement. Avoda dans l'asservissement ou le travail, on a vu tout à l'heure, l'asservissement ou le. Voilà. Kasha, Difficile. parce que avoda c'est féminin. Hein. Kasha, avoda, caché, ça aurait été masculin. Kasha, c'est féminin. Hein. Le bavoda, kasha, dans un travail dur. Caché, ça veut dire dur. Difficulté. Par exemple, une question, comment on dit une question? Sheila? Sheila. En araméen, c'est une kashia. Une kashia. Hein, dans la Gemara, kashia, c'est une question. Kasha, ben voilà, ils ont rendu amère leur vie avec un asservissement kasha dur, mais chomer. Ça, c'est très intéressant. Chomer. Bon, chamor. Chamor. Chamar. Ouais, La matière? un âne. Alors, regardez, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que un âne, comment? C'est salé? Non. Le sel? Non, non, ça c'est mélar. Ah oui. Alors, un âne, ça se dit chamor. Mais chomer, le chomer, c'est la matière. Parce que l'âne, il s'appelle chamor parce qu'il est matériel. Quand on dit bête comme un âne, ouais. Écoutez, moi, je ne sais pas si c'est plus bête qu'un. Je sais pas en quoi un âne c'est bête. J'ai pas vraiment vécu avec des ânes. Je vis avec vous. Moi, je ne vis pas avec des ânes. Moi. Je suis entouré de personnes d'exception. Donc, moi, je sais pas qu'est-ce que c'est vraiment vivre avec des ânes. Mais un âne, paraît-il, c'est bête. Parce que pour nos maîtres, pour la Torah, un âne, c'est un animal très matériel, très romaire, très matériel. D'ailleurs, Après, c'est pour ça il... qu'on dit que Abraham, il chevauchait son âne. Et on dit d'ailleurs que l'âne d'Abraham, c'est le même âne qu'aura le Mashiach. On dit que le Mashiach, il chevauchera un âne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il pourrait venir en Mercedes ou en Telsa maintenant, laissons les Mercedes. Aujourd'hui, je trouve que les Mercedes n'ont plus l'aura qu'avait avant une Mercedes aujourd'hui. C'est un spécial, non? Ah, c'est passé. Mais le Mashiach, il va venir en Telsa, non? Tesla. Comment? Tesla. Le Telsa. S avant le L. Tesla. Tesla. Le Mashiach va venir en Tesla. Alors, haut de gamme. Il va venir en Tesla haut de gamme. Eh ben non. Il va venir, il chevauchera un âne. C'est une manière de dire qu'il dominera sa matérialité. Hein, parce que l'âne, Hamor, Homer, c'est la matière. Mais aussi, ça c'est plutôt un sens encore figuré. Le sens propre, le sens propre de Homer, c'est l'argile. C'est l'argile. C'est ça. Qu'ils ont rendu amère leur vie dans le travail dur, Béchomer dans l'argile. Dans l'argile. Entre parenthèses, le vin en hébreu, comment on dit le vin en hébreu? C'est facile? Yaïn. Yaïn. Mais il y a aussi en araméen, le vin se dit chamar. Chamar. Que le vin, c'est très matériel. Le vin, c'est très matériel. D'où la difficulté que, par exemple,
Il y a des gens, ils vont partir 1 heure en décrivant ce vin, il a un reflet de sous-bois et une nuance de fruits rouges bien mûrs et de viande grillée. Ah, tu te dis, là, qu'est-ce qui se passe, les mecs? Ils ont pété des câbles. Moi, ça ne met pas tout le temps les. C'est Mais la même erreur qu'elle va commettre. C'est si, la si, même- si, 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 si. Très bien, Razak, je vais tout de suite prendre ta remarque, qui est très intéressante. Le vin, d'ailleurs, le vin a une particularité, a une dimension. euh, c'est très bien le vin. La preuve, c'est qu'on fait qui-douche avec le vin. Donc, c'est quoi? On fait qui-douche avec le vin? On sanctifie la matière. On prend un verre d'essence, si vous voulez, l'essence même de la matière, c'est le vin, et on fait une mitzvah avec. C'est ça, la sanctification, le kedusha, c'est prendre la matière et faire une mitzvah avec la matière. C'est ça la sainteté, c'est ça le kiddush. Alors, mais Khamar, donc Khamar dans la Gemara, c'est le vin. Donc maintenant on reprend, mais Chomer ici, c'est vraiment le sens propre, c'est l'argile. Parce que l'argile, comment? C'est une coutume, c'est pas du tout obligatoire. Moi, je ne sais pas. Possible. C'est vrai, c'est vrai. C'est ambigu. C'est très ambigu le vin. Ouais, c'est très ambigu. Alors, en tout cas, quoi qu'il en soit, ils ont rendu la mer dans l'argile. Alors, Jérémy, tu as posé la question, dans la Gemara, tout le temps, on voit une expression kalvachomer. Ça s'appelle raisonnement a fortiori, n'est-ce pas? Alors, je vais écrire au tableau kalvachomer. Kalvachomer. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas le calva. En face du vin au calva. Calva Romer. Ouais, alors il est bon, lui. Calva Romer. Donc le calva et le vin. Alors, cal, ça veut dire léger. Donc, un calva Romer, c'est un raisonnement a fortiori. D'accord? Qu'on va dans la Gemara. OK. Bien. Comme par exemple, le premier calva Romer qu'on voit dans la Torah, c'est Moshe Rabbeinu, il dit à Dieu, regarde, j'ai parlé aux enfants d'Israël, ils ne m'ont pas écouté. Comment veux-tu que je parle à Pharaon qui m'écoute? Si déjà ceux qui sont intéressés, ils n'ont pas voulu, pour leur bien, ils n'ont pas voulu m'écouter. Si moi je vais parler à celui que c'est pour son mal, raison de plus qu'il ne va pas m'écouter. Ça, c'est un kal vachomer. Kal, ça veut dire léger, et chomer, ça veut dire lourd aussi. C'est un raisonnement, on part du léger et le lourd. Léger et lourd. Si déjà ce qui est léger, dont le lourd raisonne plus. Voilà. Ce qui est léger, ça ne va pas, le lourd raisonne plus que ça ira pas, par exemple. D'accord? C'est ça qu'elle va refaire. Donc, ils ont rendu amère leur vie dans le travail dur, dans l'argile au bilvénim. Bon, alors, bilvénim, c'est un peu difficile. C'est le véna. Le véna, c'est la brique. La brique. Et le pluriel de l'Evena, bien que le mot l'Evena soit féminin, le pluriel est masculin. L'événime, c'est des briques. C'est-à-dire que les travaux forcés, parce que les Égyptiens étaient dans les grands travaux d'urbanisme, et dans ces travaux d'urbanisme, il fallait des briques. Donc, il fallait prendre de l'argile, former ces briques, c'est ça, l'Evena, c'est l'argile formée en briques. Il fallait chauffer ces briques au four
Et nos maîtres relèvent que c'est un travail absolument éreintant, insupportable, ce travail de fabrication des briques. Ou Bechol Avoda Bassadeh, Ignacio, ou Vechol. Kol, on l'a vu, hein, le mot kol, c'est un mot très important, ça veut dire tout. Hein. Kol, c'est un mot très, très important. On dit dans le Birkat Amazon, Kemo Shenit Baruch Avostenu Avraham Yitzhak Yaakov Ba'akol Mikol Kol. Voilà. Kemo Shenit Baruch Avotenu Avraham Yitzhak Yaakov Ba'akol Mikol Kol Kenyevarerotanu. Alors, ils ont été bénis. Ba'akol Mikol Kol. Tout. Ouais. Kol, c'est tout. Est-ce qu'il y a un mot proche du mot kol? C'est la kala. Oui. Kala, la mariée, c'est le même mot que kol. Pourquoi? Pourquoi la kala, il y a le mot kol dans kala? Oui. Il y a une chanson en allemand. Oui. Il y a une chanson en allemand. Bei mir, Bis du Schein. du bist Schein. Bis du Schein. Bei mir, du bist der ganze Welt. Hein? C'est ça. Bei mir, du bist Schein. Bis du Schein. Comment? Baimir bis du Schein. C'est dans l'autre sens. Du bist der ganze Welt. Tu es le monde entier pour moi. Donc c'est ça. Donc il dit à sa fiancée, pour moi, der ganze Welt, tu es le monde entier. C'est ça la Kala. Il a tout avec elle. Il a pas, elle a tout. Il n'a pas besoin. Tout va bien. Il a tout. Voilà. C'est le mot Kala, il y a le mot Kol. C'est mignon, hein? Alors, du bist der ganze Welt, c'est le monde entier. Voilà. C'est sympa. Alors, une seconde. Donc, et kol, bechol, dans tout le travaux, bassadé. C'est quoi le mot sadé? Les champs. Le champ. Dans tout, alors, il y a plusieurs travaux. Il y a les travaux de l'argile et les briques. C'est un travail éreintant. Et aussi les travaux dans les champs. Bechol, avoda, bassadé. Tous les travaux. Sadé, c'est le champ. Alors, je ne sais pas vous expliquer plus la racine du mot sadé. Je ne sais pas, il faudrait que je creuse la question. Et kol avodatam, leurs travaux, Asher, Avdou, Bahem, Befarer. Donc, on voit qu'il y avait une multiplicité de travaux éreintants, brisants. Pardon, une Alors, question sur. Pardon, oui. Pierre. Vaillemareru, est-ce que tout à l'heure on a vu que pour le factitif il fallait un chirik et là il y en a pas? Si. C'est vrai. D'accord, mais c'est quand même du factitif. C'est pas obligatoirement un. C'est pas un signe ou ça dépend Vaillemareru. des verbes. Non, c'est pas du tout un factitif ici. Ah, d'accord. Non, 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 mais on va expliquer. C'est pas seulement une affirmation Ouais, ouais. péremptoire. Nous allons, nous allons expliquer Ouais. que Vaya vidou Mitzrayim et Israël, ce n'est pas les Égyptiens qui ont travaillé, ils ont fait travailler. D'accord? Oui, Vaya d'accord. vidou, ils ont fait travailler. Tandis que là, ils ont rendu amer. C'est eux qui ont rendu amer. Ouais, ok. C'est eux qui ont rendu amer. Ce n'est pas un factitif. C'est un Ok. verbe à la forme normale avec un complément d'objet. Ils ont Ok. rendu amer. C'est eux qui ont rendu amer. Ce n'est pas factitif. Hein. Ok, merci. Voilà. Alors, Rachel, verset Tetvav. Verset Tetvav. Ah, voilà. Vayomer, Melech, Lam, Yad,
un, un, Ivriote. un hybride, Hacher, Shem, un, ça, Shipra, ça, deux, Shem, Shem, deux, Shem, H, c'est un et, hein. H, Oui. Poua. Poua. Voilà. Alors, je vais traduire, hein. Traduire. Puis on va voir. Parce que c'est un peu complexe. Vayomer Meler Mitzrayim, la Meyaldot à Ivriot, Asher Shem Achat Shifra, Veshem Hashenit Poua. Il a dit, le roi d'Égypte, aux sages-femmes hébreux, dont le nom de l'une c'est Shifra et le nom de la seconde Poua. Il a dit, on ne sait pas ce qu'il a dit. Vayomer, Beyaledchem et à Ivriot, Oreitem à la Ovnaim, Imben ou Vamitem Oto, Veim Bat I Vachaya. Il a dit, lorsque vous accoucherez les femmes hébreux et que vous verrez sur la table d'accouchement, si c'est un garçon, vous le tuez, si c'est une fille, vous la laissez vivre. Alors, ça c'est très complexe. C'est très complexe. Parce que il y a deux verbes, il a dit. Vayomer. D'abord, le mot vayomer, c'est la première fois que. Non, on l'a vu déjà au verset tel, vayomer. Alors, la racine, le mot vayomer, c'est Omer, Aleph, Mem, Resh. Yomer, il dira, avec le vav, il a dit. Hein, il a dit, Meler, le roi d'Égypte. La Meyaldot. Alors, Meyaldot, c'est une forme complexe. Yeled, enfant. Meyaled, c'est celui qui fait naître. Yeled, c'est celui qui naît. Yeled, c'est enfanter. Enfanter. Meyaled, celui qui fait enfanter. Meyaled, ce qui lui fait naître. Meyaldot, c'est au pluriel, pluriel féminin. Meyaled, c'est il accouche, fait accoucher. Meyaled, Yeled, c'est accoucher. Meyaled, faire accoucher au masculin. Meyalda, c'est une accoucheuse. Meyaldot, les accoucheuses. En français, sage-femme. Il a dit, ô Meyaldot, à Ivriot, hébreu. Entre parenthèses, le mot hébreu, ça veut dire quoi? Alors, Ivri, ça veut dire hébreu. Ivrim, les hébreux. Ivriot, les femmes hébreux. Hein? Que veut dire le mot ivri? On Traverser, voit comment. traverser. Là, c'est de l'autre Oui. côté, quelque chose comme ça. Alors, Ever, l'avant, ça veut dire traverser. Ever, par exemple, il y a le mot traverser. Par exemple, on voit une avera, une faute, c'est une transgression. Ça veut dire une avera, c'est outrepasser. On a transgressé la loi, une avera, au vert. Hein? Bien. Alors, pourquoi Abraham? On l'appelait Abraham l'hébreu, Ivri, c'est le premier qui était Ivri. Et là, à l'époque, on appelle des fois enfants d'Israël, puisqu'on a, ils ont fait souffrir les enfants d'Israël. Maintenant, on les appelle Ivriotes, hébreux. Des fois, on les appelle Ben Israël. Ici, on voit Ivriotes. Alors, pourquoi Abraham, on l'appelle Abraham l'hébreu? Messieurs, mesdames, Il a pour notre âme traversé consciente. Il n'a pas traversé le Jourdain? Ou
il a traversé le Jourdain pour aller l'Erlécha. Oui, oui, ouais, pourquoi pas. Oui. Mais j'ai pas vu cette explication. Il est allé à contre-courant de son environnement naturel. Oui, mais alors oui, mais comment on voit de le mot ivri qu'il va à contre-courant? Il était d'un côté de l'humanité et les autres étaient de l'autre. Ah, alors Odaya et Cathy se complètent là. Vous partagez un bonbon numérique. Le Midrash explique que le monde entier est sur une rive, Ever. Ever, ça veut dire aussi la rive d'une rivière. Le monde entier est sur une rive et Avram est sur une rive. On ne dit pas sur une autre rive, parce que dire une autre rive, ce serait en opposition, mais il suit son chemin, si vous voulez. L'humanité a son chemin et lui, il a son chemin. Le Midrash ne dit pas il a un autre chemin, parce que dire qu'un autre chemin, c'est l'adolescent qui dit moi, je ne fais pas comme vous, je fais autrement. Ouais, je me teins les cheveux en vert. Mais je vous en. Voilà. Vous aimez pas les cheveux en vert? Vous avez quelque chose contre les cheveux en vert? Eh ben moi, je fais pas comme vous. J'ai les cheveux en vert. Donc là, c'est pas. C'est encore un petit peu enfantin. Ouais. Donc Abraham, il fait pas comme les autres. Il a le monde est sur un verre et lui, il est sur une rive. Voilà. Il suit son chemin. Il suit son chemin. Donc ça, c'est une explication. Il y a une autre explication, c'est des descendants de Éver, le petit-fils de Shem, Noir. le petit-fils, le fils de Shem, arrière-petit-fils de Noach, effectivement. Voilà. Et on voit ce mot au sujet d'Abraham Avinu dans Bereshit. Oui, on le voit dans l'Erléra, quand Lot a été fait prisonnier par Kedar Laomer, alors il y a un rescapé de la bataille est allé voir Avram à Ivry. Ah, ok. C'est la première occurrence du mot Ivry. Voilà. Or, on voit bien là-bas, dans le contexte, que le monde entier était pris par cette guerre mondiale de l'époque. Et Avram, il suivait son chemin, il était avec ses amis à Hébron en train d'étudier. Voilà. Il n'était pas dans ces mêmes préoccupations, il avait d'autres préoccupations. Petite, par- petite parenthèse, ce matin, j'avais un rendez-vous à la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec des huiles, des huiles de tournesol, des huiles d'olive, comme vous voulez. Ah, c'est tout ce qu'on se passe en ce moment, comment vos jeunes et les schémas étudiants ils vivent ça. Je dis, regardez, c'est pas notre problème. L'antisémitisme, c'est le problème des antisémites. Nous, on a notre vie à faire. Je vais pas, ça va, on va pas. On a notre vie. C'est ça, les Hébreux. J'exagère un peu, mais non, c'est pas les antisémites. Hein? On vit notre vie. C'est leur problème. On va pas être soumis à leurs angoisses. Alors, tout ça pour dire que Ivriote. Donc là, regardez, c'est la première fois, ce texte, bon, Hachem, c'est la énième fois que je le vois, que j'étudie avec des amis, ce texte. Mais c'est la première fois, par contre, que je me rends compte que avant, on a vu dans le verset 13, 12 et 13, on parle des enfants d'Israël. Donc, en Égypte, on les appelait bien les enfants d'Israël. Et là, tout d'un coup, ces femmes-là, on les désigne par hébreu et pas israélites. On aurait pu les appeler les sages-femmes israélites, puisqu'on a vu 2 versets avant on les appelait israélites. Ils appelaient les Israélites. De notre Israël. Les Égyptiens? Je ne sais pas. Alors, ça va faire réfléchir là
ça fait réfléchir. Alors, il y a aussi, c'est écrit deux fois, Vayomer. Il a dit, le roi d'Égypte, aux sages-femmes hébreux, que le nom de l'une chez Shifra et le nom de la deuxième, Poua. Vayomer. Et il a dit. Pourquoi? Pourquoi c'est répété? Il a dit. Hein, pourquoi c'est répété? Il a dit. Alors, on va voir ça dans un deuxième temps. Mais dans un premier temps, les commentateurs expliquent que toujours les persécuteurs du peuple juif font faire le sale travail par les juifs. Et comment? En donnant une notabilité à certaines personnes de la communauté. Et c'est eux qui vont faire le sale boulot. Ils veulent salir le peuple juif en désignant certains privilégiés dans le peuple hébreu pour que eux fassent le sale boulot. Or, ces deux femmes qui étaient désignées, le nom de l'une comme ça, le nom de l'une comme ça, c'est-à-dire vous êtes les responsables de l'oppression des enfants d'Israël. Finalement, regardez, grâce à vous, les filles vont être épargnées. Donc, parce que si on donnait le poste à des Égyptiens, peut-être ils tueraient tout le monde. Donc, je vous donne la possibilité finalement d'épargner les filles. Et après, elles vont se dire, si elles perdent leur boulot, peut-être ça va être pire. Donc, elles restent à leur poste, vous voyez. C'est ce qui s'est passé dans la Seconde Guerre mondiale. C'est ce qu'on appelait les Judenrat. Tu connais ça? Je ne sais pas ce terme. Hein, vous connaissez, hein? C'était des choses terribles où il donnait aux enfants d'Israël de faire des listes pour déporter certains, ne pas déporter d'autres. Et ils disent, si vous, il gardait ce poste en disant, tant que je garde ce poste, ma famille ne va pas être déportée. Ok, je déporte les autres, mais moi, je ne suis pas déporté pendant ce temps et ma famille, je peux la protéger. Donc c'était foutu en vérité. Comment? Alors, il y a eu plusieurs cas de figure. Le chef du Judenrat de Varsovie, quand il a compris l'horreur dans laquelle il était, il s'est suicidé. Il est possible même que d'un point de vue juridique, dans des cas comme ça, on ait le droit de se suicider. Il est possible. Il s'est suicidé. Quand il a compris qu'il faisait le sale boulot et qu'il n'avait pas d'issue, il s'est suicidé. Mais là, on le voit dans la Torah, vous voyez, c'est prophétique que les ennemis, ils vont faire le sale travail par les Juifs eux-mêmes pour les faire qu'ils soient collaborateurs. Et peut-être que c'est pour ça, j'ai jamais pensé à ça, mais ensemble, c'est pour ça qu'on les appelle Hébreux, qu'elles ont résisté, ces filles. Elles n'ont pas fait le travail. Pour ça, là, on les appelle Hébreux, justement, comme Abraham Avinu. Elles n'ont pas fait le boulot qu'on attendait d'eux. Parce que l'Ivry pour Yosef dans la prison, c'est plus raciste. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais là, si on prend le sens ivri dans le sens qu'on a dit tout à l'heure, dans le sens d'Abraham, c'est vrai, ivri, tu as raison, c'est péjoratif. Voilà. Alors, et au contraire, le nom de l'une, Rachi explique Shifra et Poua, bien au contraire, elles ont été extrêmement dévouées pour les enfants. Shifra, Rachi dit, c'est du Lachon de Meshaperet Shapir. Shapir, ça veut dire beau. Elle faisait beau les enfants qui naissaient, elle les nettoyait bien, elle mettait des langes pour que l'enfant soit bien. Et Poua Poua, qu'elle chantait la deuxième des petites chansons pour que l'enfant il se calme. Poua Poua, elle chantait. Comme ça, Rachi explique, c'est les Chachamim expliquent que voilà.
à chanter des chants. Voilà. Vayomer, il leur a dit, Beyad et Dremet, quand vous mettez vous aidez à coucher, est à Ivriot. Alors peut-être ce que tu dis, Ivriot ici, peut-être c'est péjoratif. Hein. Ureitem. Alors, Ureiten, alors le noun final de Ureitem, c'est quoi, messieurs, dames, le noun sophite de Ureiten? Féminin. Comment? Féminin pluriel. Très bien, féminin, un bonbon. Ureiten, c'est-à-dire que Reitem avec un même sophite, c'est la deuxième personne du pluriel masculin. Reitem avec un noun sophite, c'est deuxième personne du pluriel féminin. Alors, la racine du mot, reitem, c'est quoi la racine du mot? Roé. Roé. Resh, aleph, et, ça veut dire voir. Resh, resh, aïn, et, c'est voir. Hein, où est-ce qu'on voit ce mot, Jérémy? Voir. Il y a c'est comme le berger, en gros. Non, c'est avec un aïn. Ré, la paracha. La parchat ré, oui, ré, ça veut dire regarde, vois. On voit aussi dans Shema Israël. Prenons le troisième paragraphe de Shema Israël au sujet des tzitzit, au ritem auto. Hein? Ouais, on a un Patar Eliaou là. Page 58 dans le Patar Eliaou. Page 58. Ve'aya lachem le tzitzit, ça sera pour vous des franges. Ça sera pour vous des franges. Voilà. Ces fils-là, ça sera pour vous des franges, ou reitem auto, et vous le verrez, vous verrez ces franges de tzitzit. Ou reitem, la racine ra au voir. Reitem, vous le verrez, c'est tzitzit. Ou srartem et kol mitzvot Hashem, vous vous souviendrez de tous les commandements de Dieu. Voilà. Alors je termine le verset. Vayomer, il a dit, Beyad etrem, quand vous accoucherez, vous aiderez à accoucher les femmes hébreux, au ritem, vous verrez à la ovnaïm. Alors, ovnaïm, Tu sais quelle heure il est, Gérard? non, pas du tout. Ah, ok. J'ai aucune idée même. 37. Alors, on va conclure sur le mot ovnaïm. Je ne sais pas, je suis parti dans ma tirade biblique d'ailleurs. Compris. Aucune idée de Parti pour la veillée d'études. Alors, et quand vous accoucherez les femmes hébreux, au reitem, vous verrez à la ovnaïm, sur les pierres. Au even, c'est la pierre. Ovnaïm, c'est la forme duel, les deux pierres. C'est-à-dire qu'il y a une pierre où elle met une jambe, une pierre une autre jambe. C'est-à-dire c'est le ovnaïm, c'est l'endroit de l'accouchement. C'est un genre de fauteuil. Il y a des deux jambes. Il met une jambe sur une jambe de pierre, l'autre jambe, et l'enfant sort au milieu. Vous voyez, c'est la table d'accouchement en français. Et à l'époque, c'était en pierre. Vous étiez assis, il y avait deux pierres, Ofnaïm, les deux pierres. Voilà, sûrement sur une pierre, un fauteuil avec deux avancées, il met une jambe, l'autre jambe, et le bébé sortait au milieu. Hein. Voilà, quand vous verrez, alors si c'est un garçon, vous le tuerez, et en vérité, elles n'ont pas fait ça. Le verset suivant va dire elles craignaient Dieu. Elles craignaient Dieu. Alors, euh, pourquoi s'écrit Vayomer deux fois? Je conclus là-dessus. La Gemara, dans le traité Sota, analyse verset par verset, dans le traité Sota, et dit
que Vayomer, parler, il y a deux mots. Il y a Vayomer et Vaïdaber. Vaïdaber, c'est un langage dur. Vayomer, c'est un langage doux. Et que Pharaon a courtisé ces femmes, les a, les a même parlé de manière, euh, euh, les a embobinés, si vous voulez. C'est ça. Et il les a même, les Ramn disent qu'il les a même sollicités à fauter avec lui pour les avoir dans son camp, pour qu'elles se laissent aller à faire ces barbaries. Parce qu'une sage-femme, son travail, c'est d'amener les enfants au monde, c'est pas les tuer. Mais donc, il a cherché un stratagème pour les avoir avec elles, qu'elles se sentent protégées par l'empereur et les mouiller, si vous voulez, dans l'empereur, et qu'ensuite, elles se désolidarisent de leur peuple. Ce qu'elles n'ont pas fait. Ce qu'elles n'ont pas fait, nous verrons Bezrat Hashem. Vous êtes là la semaine prochaine? C'est bon, Ignacio? Oui, c'est bon? Ok, super, merci. Shabbat Shalom, à bientôt. Merci, Rav. Shabbat Et shalom. Shabbat Shalom. Salut, Salut au Joël. revoir. Au revoir, Bye. Esaïa.